Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour et bienvenue à Décideur Politique, l'émission du JDD.fr et de Décideur TV. Nous recevons aujourd'hui Christian Jacob. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député maire de Provins, en Seine-et-Marne, mais surtout patron du groupe UMP à l'Assemblée nationale et donc le chef de file de l'opposition au Parlement. Avec vous, nous allons aborder bien sûr l'actualité de la semaine, très riche en rebondissements. Puis avec Caroline Vigoureux, nous dira ce qu'on dit de vous sur Internet, votre empreinte numérique en quelque sorte. Mais d'abord, commençons par les propos ce matin de Marine Le Pen qui s'est étonnée de l'habillement des otages français à leur retour du Sahel après leur libération, du fait qu'ils portaient la barbe, le chèche. Est-ce que vous comprenez son étonnement? Est-ce que vous y voyez une allusion étrange ou pas? Non, écoutez, moi je crois que ça fait partie des moments où doit prévaloir l'unité nationale, d'être rassemblés et surtout heureux de la libération de nos otages, heureux pour eux d'abord, pour leur famille, et s'il y a des sujets sur lesquels il ne faut pas aller chercher la polémique, c'est bien celui-là. Alors justement, cette semaine, une fois n'est pas coutume, c'était l'Union sacrée, mercredi à l'Assemblée nationale à l'occasion de cette libération. Mais des questions se posent quand même, notamment sur les soupçons de rançon versés par la France et ses services secrets en particulier, selon ce que rapporte le journal Le Monde. Si les faits sont confirmés, est-ce que ça vous choquerait, au-delà du fait que vous ne vouliez pas polémiquer? Non, c'est à l'exécutif en place de gérer ces moments qui sont toujours compliqués et de le gérer, comme je pense ça a été fait, en lien étroit avec nos services. C'est un domaine où il y a une continuité de l'action des services et c'est à l'exécutif en place de le faire. Ça n'est pas lorsqu'on est dans l'opposition, il y a bien évidemment des informations, des éléments que nous n'avons pas et il est normal qu'on ne les ait pas. Donc à partir de là, moi je ne rentre pas dans ce débat, je veux faire confiance à l'exécutif sur ce point. Caroline. Vous avez remis en cause cette semaine l'autorité de Jean-Marc Ayrault. Est-ce que vous appelez à la démission du Premier ministre ? Bon, ça c'est sa décision et celle du président de la République. En revanche, il y a un vrai problème d'autorité et de fonctionnement du gouvernement. Et je pense que Jean-Marc Ayrault serait bien inspiré d'appeler à un vote de confiance de sa majorité, savoir si aujourd'hui il a encore une majorité. Le doute est permis. On voit bien que la majorité présidentielle a volé en éclats entre les Verts, les communistes, les radicaux, mais maintenant ça se propage au sein même du PS. Et je pense... voter le budget, donc eux considèrent qu'ils ont la majorité. On va attendre la fin de la discussion budgétaire. On a déjà vu que vraisemblablement ce budget ne serait pas voté au Sénat. Et à partir du moment où il n'est pas voté au Sénat, c'est le constat que la majorité présidentielle, elle, vraiment n'existe plus. Et la majorité parlementaire, le doute est vraiment permis. Regardez la réforme des retraites. 63 députés de gauche qui ne votent pas la réforme, dont 17 députés socialistes. Est-ce que, pour reprendre, vous dites le Premier ministre devrait appeler un vote de confiance, est-ce que l'opposition peut déposer une motion de censure? Est-ce que ce n'est pas le moment? Pourrait déposer une motion de censure, mais simplement c'est beaucoup plus fort qu'il y ait un vote de confiance. La motion de censure, c'est un moment où l'opposition peut effectivement planter en quelque sorte un jalon. C'est souvent au lendemain d'une élection. Il y aura d'autres moments peut-être pour le faire. Enfin, on en parlera, mais je crois qu'aujourd'hui, pour le Premier ministre, pour retrouver un peu de confiance, on a le sentiment que ce gouvernement est dans un toboggan, plus ça va, plus ça s'accélère, et plus le sable est proche. Justement, le dernier élément, c'est l'écotaxe. En même temps, l'opposition n'a pas paru forcément très à l'aise sur le dossier, puisque c'est sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy que cet impôt avait été créé. Est-ce qu'il n'y a pas un problème à dire oui en 2008 et non en 2013 ? Mais le sujet, ce n'est pas tant l'écotaxe, c'est le matraquage fiscal sans précédent. Mais ça enterre la fiscalité écologique quand même. Mais c'est depuis 18 mois, 55 milliards d'impôts supplémentaires en 18 mois. C'est-à-dire c'est quasiment l'équivalent de la recette fiscale de l'impôt sur le revenu. Vous prenez votre feuille d'impôt sur le revenu, vous la multipliez par 2. La réalité, c'est cela. Et donc, ça n'est plus supportable. Aujourd'hui, il faut donner à nos entreprises un peu d'oxygène, un moment de respiration pour conforter les emplois qui sont là, pour leur redonner des points de compétitivité. Au lieu de
ça, on continue chaque jour en ajouter une couche supplémentaire. Et c'est pour ça que l'écotaxe n'est pas acceptable. Le contexte, il est différent de celui qui était en place il y a 6 ans. On n'était pas dans cette situation de matraquage fiscal sans précédent qui paralyse totalement notre économie. Et après l'échec de la taxe carbone, puis maintenant la suspension de l'écotaxe, on a l'impression qu'il est impossible de mettre en France une fiscalité écologique, alors que nos voisins européens sont capables de le faire. Comment vous expliquez que ça soit si compliqué? Arrêtez de matraquer les Français à coups d'impôts comme on l'a fait. Et moi, j'appelle solennellement le gouvernement aujourd'hui à revenir sur l'augmentation de TVA au 1er janvier. C'est irresponsable. Passer le taux de TVA de 7 à 10% au 1er janvier, ça va concerner toutes les entreprises de bâtiments, ça va concerner la restauration, ça va concerner les emplois de service. C'est pour financer le crédit impôt compétitivité, ça va plutôt dans le bon sens. C'est irresponsable de remettre une couche supplémentaire sur le dos des entreprises et sur le dos des Français. Alors, à la faveur de cette affaire de l'écotaxe, on a vu que les écologistes restaient au gouvernement. Est-ce que ça vous a surpris ? Oui et non, parce que je pense que les écologistes, on a vu Madame Duflot, elle est capable, je veux dire, de tous les reniements possibles pour conserver son strapontin. Vous savez, il y a rien de lui échappe. Elle a décidé de rester ministre coûte que coûte, et donc il n'y a pas un reniement qui lui échappera. Du moment qu'elle reste ministre, elle est heureuse. Mais tout ça montre l'incohérence de cette équipe gouvernementale, qui ne ressemble plus à rien, avec un Premier ministre qui est aux abonnés absents. Regardez sur les différents sujets conflictuels qu'il y a eu depuis 15 jours, sur la fameuse affaire Leonarda, sur la fiscalité de l'épargne, sur l'écotaxe. Où était le Premier ministre ? Où est-ce qu'il était ? Tout simplement absent parce qu'incapable de tenir les rênes de quoi que ce soit. Le président de la République le court-circuite, fait des déclarations tout seul, négocie en direct avec les ministres sur le dos du Premier ministre. Et donc, il y a un problème aujourd'hui de cohérence et de cohésion gouvernementale. Et c'est pour ça que je pense que Jean-Marc Ayrault serait bien inspiré de faire un discours de politique générale et d'appeler sa majorité à un vote de confiance. Alors, venons-en à l'opposition. On voit l'impopularité de Hollande, les reculs du gouvernement. Tout ça ne semble pas profiter au maximum à l'opposition. Un récent sondage montrait d'ailleurs que l'impopularité de Jean-François Copé, patron de l'UMP, était très élevé, peut-être aussi élevé que pour François Hollande. Alors, c'est le patron de votre parti, c'est aussi votre ami. Y a-t-il un problème Copé pour la droite ? Non, il n'y a pas de problème Copé. Les résultats du sondage sont très injustes à l'égard de Jean-François, mais c'est ce qui arrive à tout leader à un moment ou à un autre. On est aujourd'hui dans une période de reconstruction. Il y a 18 mois, on a perdu les présidentielles, on a perdu les législatives. Il y a 9 mois, nous avons une crise interne extrêmement grave. On est en train de se sortir de tout cela. Et tout cela, je crois, marche plutôt bien. C'est-à-dire que le travail qui est fait aujourd'hui par Jean-François Copé et l'ensemble de l'équipe au sein du parti se passe dans les meilleures conditions, avec les conventions qui viennent les unes après les autres. On a l'impression que le groupe s'est mieux remis. C'est mieux remis de la crise. C'est mieux remis de la crise de l'année dernière, la crise à laquelle vous faites allusion, que le parti. Le groupe qui pourtant s'est scindé a retrouvé une cohésion. Mais vous devez vous en satisfaire alors que le parti, ça n'a pas très fort. Nous sommes dans un contexte différent, c'est-à-dire que moi je n'étais pas moi-même candidat à une élection et donc on personnalise à certains moments. Ce que je peux dire, c'est que moi j'ai toute confiance et dans Jean-François Copé et dans l'équipe qui l'entoure pour nous remettre en situation, et on est en train d'y arriver, convention après convention, mais parallèlement à cela, nous avons un travail important au groupe parlementaire où on s'engage sur la durée. Vous voyez, sur des sujets comme les sujets économiques, nous avons travaillé sur le temps de travail, sur le coût du travail, sur la formation, ce qui nous a permis de sortir des propositions où on dit qu'il faut revenir aux 39 heures, payer 39. Il faut passer l'âge de la retraite, l'âge légal, à 65 ans. Il faut supprimer le collège unique et remettre l'apprentissage à 14 ans en place. Et ça, c'est 8 à 10 mois de travail, c'est 70 réunions, c'est comme ça qu'on fonctionne au groupe. Sur l'immigration, on est en train de faire la même chose. Je vais mettre la semaine prochaine un groupe de travail en place qui va là aussi s'étaler sur 6 mois parce qu'on n'est pas toujours dans le réactif. On avance. Caroline. Alors, il y a quelques mois, l'UMP, on entendait parler de l'hypothèse d'une vague bleue au municipal. On en entend moins parler aujourd'hui. Est-ce que vous redoutez que le FN entrave le succès de l'UMP à ces prochaines élections ? Moi, je suis confiant. Je reste tout à fait confiant pour les municipales. Confiant par... confiant au point d'une vague bleue. Vous parlerez encore d'une vague bleue? Vous pensez que ça peut être un gros succès? Je pense qu'on aura un beau succès au municipal. Alors, vous savez, les élections, il faut toujours être modeste. Donc, attendons les résultats. Regardons
regardons ce qui s'est passé sur les législatives. Depuis 18 mois, 8 élections législatives, 8 gagnées par l'UMP, 8 perdues par le PS, et une fois sur deux, le PS incapable de se maintenir au deuxième tour. Alors, il y a aujourd'hui un effet vase communicant. Le FN gagne une élection. Il y a aujourd'hui un effet vase communicant entre la gauche et le Front National. L'objectif du Front National a toujours été de nous faire perdre à chaque élection et de faire parfois des alliances contre nature avec le PS, mais dans un seul objectif, faire perdre l'UMP. Mais l'effet vase communicant, ce sont ces électeurs qui sont déçus de la gauche et qui, pour montrer leur déception, eh bien, passent directement au FN. Alors, une dernière question. C'est ce qui s'est passé à Brignoles. Dominique Bussereau dit ce matin, j'ai l'impression que Nicolas Sarkozy va revenir. Est-ce que vous pensez comme lui ? Moi, je n'ai pas vu Nicolas Sarkozy récemment, donc je n'ai pas d'informations particulières sur ce sujet. Ce serait le meilleur pour 2017 ? Je pense qu'aujourd'hui, le sujet n'est pas à choisir notre champion pour 2017. Il est à se reconstituer un corps de doctrine, à faire du travail sur le fond, ce que je vous disais sur l'immigration. Je mets en place des groupes de travail qui vont durer 6 mois parce qu'il faut du temps pour le préparer. Je pense que sur la fiscalité, on doit aussi s'attacher à cela et se préparer aux échéances, mais ça n'est pas de choisir un champion et une écurie. Okay. Attendons un peu. Caroline, qu'est-ce qu'on dit sur le net de Christian Jacob? Alors justement, vous êtes un cas un peu à part, entre guillemets, puisque vous n'avez pas de compte Twitter, contrairement à la majorité de vos collègues en politique. Pourquoi? J'ai jamais voulu en avoir et je pense que je n'en aurai jamais, mais il faut toujours être prudent quand on dit jamais, parce que je pense qu'on n'apporte pas des réponses politiques en 100 ou 140 signes. Tout ça demande un peu plus de temps et de profondeur. Et je vois bien l'intérêt de la réactivité immédiate, mais ça n'est pas, à mon avis, comme ça que l'on construit des positions politiques solides et durables. Vous trouvez que ça nuit à la politique? Je pense en tout cas qu'on n'y gagne pas. Alors, vous êtes interrogé cette semaine sur le maintien de Stéphane Le Foll, le ministre de l'Agriculture au gouvernement, après la suspension de l'écotaxe. Et sur Twitter, une internaute vous demande si vous n'en avez pas marre de demander la démission de tout le monde. C'est ce qu'il faut demander d'abord aux électeurs de gauche qui aujourd'hui condamnent le gouvernement a une condamnation sans précédent. C'est-à-dire que le président de la République bat tous les records d'impopularité, le gouvernement aussi. Moi, je vois M. Le Foll qui vient le soir en disant l'écotaxe sera maintenue. Le soir, le lendemain matin, l'écotaxe est renvoyée au calende grec. On a un ministre de l'Agriculture au fil des émissions, qui jamais n'intervient ou très rarement sur l'agriculture. Sa seule préoccupation, c'est comment dégager Harlem Désir. Donc il doit démissionner. Ce serait bien qu'il se préoccupe des dossiers sur lesquels, la raison pour laquelle il est là au gouvernement. C'est-à-dire, j'aimerais entendre de temps en temps M. Le Foll arrêter de parler du PS et parler un peu d'agriculture. On est là dans un domaine, le secteur agricole et agroalimentaire, c'est 10 milliards d'excédents dans l'agriculture. C'est un ministre de l'Agriculture inexistant. Il ne pense qu'à une chose, c'est la rue de Solferino. Jamais publiquement, en tout cas. Écoutez, en tout cas, on le ressent très fortement. Moi, je serais heureux de l'entendre parler d'agriculture, d'avoir un débat sur l'agriculture un jour avec lui. Allez, Caroline. Alors, sur votre page Facebook, parce que là, vous en avez une internaute vous demande si, en tant qu'ancien président du Centre national des jeunes agriculteurs, vous comptiez fédérer les agriculteurs pour les mettre dans la rue, après ce qu'on a vu en Bretagne. Ça vous rappellerait votre jeunesse? Oui, voilà, j'ai fait ça pendant quelques années. Non, ça c'est aux organisations agricoles de prendre leurs responsabilités. Vous savez, c'est toujours malvenu pour moi qui étais un leader syndical pendant de nombreuses années. Des récupérations politiques sont toujours malvenues. Chacun à sa place, les responsables syndicaux ont leurs responsabilités. À certains moments, ils peuvent appeler, interroger les politiques, les appeler à prendre leurs responsabilités, mais ça n'est pas aux dirigeants politiques d'appeler les agriculteurs à s'organiser de telle ou telle manière. D'ailleurs, ils savent plutôt bien le faire. Merci Christian Jacob d'avoir répondu à nos questions et à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Décideurs politiques.